Ma mère m'a enfermé pieds nus dans une tempête de neige, a dit aux voisins de m'ignorer, j'ai frappé à toutes les portes. Bonjour, je m'appelle Vivien. Quand j'avais 16 ans, ma mère m'a enfermé dehors, pieds nus, pendant un blizzard. Elle a dit que ça m'apprendrait la gratitude. Pendant que la neige imbibait mes chaussettes et que je hurlais à l'aide, mon frère riait depuis la fenêtre de sa chambre et filmait la scène. Les voisins, ils ont vu, entendu, fermer leurs rideaux. J'ai cru que j'allais mourir cette nuit-là. Et peut-être que c'est arrivé, mais pas de la manière que vous imaginez. Quel genre de famille vous apprend à être reconnaissant en vous laissant presque mourir de froid? Et pourquoi a-t-il fallu une caméra de sonnette pour prouver enfin que je n'étais pas folle? Je n'avais pas prononcé ces mots à voix haute depuis 16 ans, mais ils n'ont jamais cessé de résonner dans ma tête. Le froid t'apprendra la gratitude. C'est ce qu'elle a dit. D'un ton plat, froid, comme si elle lisait un script qu'elle avait répété toute sa vie. Parfois, je l'entends quand je réchauffe de la soupe au micro-ondes. D'autres fois, quand j'ouvre la porte sur un porche enneigé, même si c'est juste pour un colis. C'était une phrase qui a fissuré quelque chose en moi, et le froid s'y est engouffré avant que je sache comment le refermer. Je m'appelle Vivien. J'ai 32 ans maintenant, je vis à quelques heures de Fargo, dans le Dakota du Nord, où tout a commencé et où, à bien des égards, j'ai pris fin. Les gens pensent que le traumatisme, c'est comme se casser un os. On guérit, on passe à autre chose. Mais certains traumatismes ne guérissent pas proprement. Ils se calcifient autour de vous. Ils changent votre façon de bouger, de parler, et même de respirer. Cette nuit de décembre repose encore dans ma poitrine comme une écharde. Et ça a commencé comme n'importe quelle autre nuit, la tension silencieuse, l'air étouffant. Je venais de rentrer de l'école. Ma professeure de mathématiques avait envoyé un courriel à la maison à propos des bleus sur mon bras. Elle a posé des questions auxquelles je n'avais pas l'intention de répondre. Je lui ai dit la vérité. Jora m'avait attrapé violemment quand je ne l'avais pas laissé tricher sur mon devoir de calcul. Je ne pensais pas que ça sortirait de cette pièce. Ça en est sorti. Le dîner était silencieux, trop silencieux. Marie ne m'a pas regardé une seule fois. Elle m'a passé la salade avec ce sourire à la mâchoire crispée qu'elle arborait chaque fois qu'il y avait des invités ou quand elle réprimait sa rage. Mon frère Jora, suffisant comme toujours, jouait avec sa nourriture comme s'il attendait le dessert, quelque chose de cruel et de doux. Elle a attendu que j'ai fini de débarrasser la table, puis a lancé nonchalamment, « Vivien, demain, c'est le jour des poubelles. Va chercher la poubelle sur le trottoir. » J'ai hésité. La température avait chuté brusquement depuis le crépuscule, et le vent avait cette morsure acérée que seul Fargo pouvait perfectionner. J'étais en chaussettes, avec un pull fin, mon jean d'école. Pas de manteau, pas de bottes. Mais je connaissais cette voix. Je savais qu'il valait mieux ne pas dire non. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le vent m'a frappé comme une gifle. La neige soufflait de côté, me cinglant le visage. Je suis sorti, les dents commençant déjà à claquer. Derrière moi, la porte a cliqué. Je me suis retourné. Elle était de l'autre côté de la vitre, les bras croisés, le regard calme comme un lac en hiver. Puis ses lèvres ont bougé. J'ai vu les mots avant même de les entendre à travers la porte. Le froid t'apprendra la gratitude. J'ai martelé la vitre. Marie, s'il te plaît. Ma voix s'est brisée. Je suis désolé. J'expliquerai à Monsieur Jenkins. Je me rétracterai. Elle n'a pas scié. Je l'ai regardé verrouiller le pen dormant. Un instant plus tard, la lumière du porche s'est éteinte. La maison est devenue sombre. Je me tenais là, pieds nus dans la neige, mon souffle embuant la nuit, mon cœur battant dans ma gorge. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. La porte de derrière. Peut-être. J'ai couru, glissant une fois sur l'allée verglacée, me rattrapant à une rampe. Mes chaussettes étaient trempées. L'engourdissement avait déjà commencé à s'insinuer dans mes orteils. La porte de derrière était également verrouillée. Le garage, peut-être le clavier numérique. J'ai tapé le code. Rien. Elle l'avait changé. Elle avait planifié ça. Je me suis retourné vers les maisons des voisins, celle des Johnson d'un côté, celle des Patterson de l'autre. Leurs fenêtres brillaient d'une lueur douce et chaude. Je savais qu'ils étaient chez eux. Je pouvais entendre le bourdonnement de la télévision chez les Johnson, mais quand je me suis approché et que j'ai frappé, les rideaux ont légèrement bougé, puis plus rien.
Personne n'est venu. J'ai réessayé. S'il vous plaît, ai-je crié. Madame Johnson, c'est Vivien. Je suis enfermé dehors. Pas de réponse. J'ai traversé la rue pour aller à la maison des Patterson, la neige me cisaillant la plante des pieds à travers mes chaussettes trempées. C'est là que j'ai vu la lumière rouge. Madame Patterson avait installé une caméra de sonnette, une de ces sonnettes intelligentes. Elle l'avait montrée lors d'une fête de quartier, disant qu'elle enregistrait tout. Je me tenais devant maintenant, tremblante, le vent plaquant mes cheveux sur mon visage. J'ai appuyé sur la sonnette. Une sonnerie a retenti, puis le silence. Madame Patterson, ai-je dit, aussi fort que ma gorge gelée le permettait. S'il vous plaît, je sais que Marie a dit des choses, mais je suis dehors et j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. La lumière rouge de la caméra clignotait régulièrement. Le rideau de la fenêtre de devant a bougé. Pendant une seconde, son visage est apparu. Sa main a touché le bord de la porte, mais elle ne l'a pas ouverte. Je me suis laissé glisser le long du mur, me recroquevillant sur moi-même. Mes doigts me piquaient, puis ont cessé de piquer. Mes lèvres me semblaient gonflées, gercées. J'ai enroulé mes bras autour de mes genoux. À l'intérieur de la maison des Patterson, je pouvais entendre des rires. Quelqu'un a changé de chaîne de télévision. La neige s'accumulait autour de mes jambes. Le sol en pierre du porche aspirait la chaleur de mon corps comme un voleur. J'ai regardé la caméra. J'ai 16 ans, ai-je murmuré. Je m'appelle Vivien. Ma mère m'a enfermé dehors. Aucune réponse. Je ne me souviens pas avoir perdu connaissance. Juste que tout a ralenti. Le vent s'est estompé. Mon corps a cessé de frissonner. Et cette petite lumière rouge, qui clignotait toujours, a été la dernière chose que j'ai vue. Avant que tout ne devienne noir, j'ai entendu un rire. Faible, aigu, familier. C'était Jorah. Depuis sa fenêtre, il filmait. Je n'ai pas bougé pendant ce qui a dû être des minutes. Le froid avait tout ralenti, mes pensées, mon rythme cardiaque, même ma honte. Mais la morsure d'être vu n'a jamais gelé. Je pouvais la sentir, le poids des regards de quelque part derrière les rideaux. Je n'étais pas seulement enfermé dehors. J'étais exposé. Et puis, au-dessus de moi, depuis une fenêtre du 2e étage, un rire a retenti. Ce n'était pas subtil. Ce n'était pas nerveux. C'était délibéré. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Jorah. Il était en contre-jour, éclairé par la lueur de la télévision de sa chambre, tenant son téléphone avec ce sourire suffisant et familier. La fenêtre n'étouffait pas beaucoup le son. Fais un sourire, reine des neiges, a-t-il crié. Mes jambes ne me permettaient pas de me lever, mais j'ai levé une main dans un vague geste de salut. Le sarcasme, ma seule défense restante. Il a zoomé. Le lendemain matin, j'étais dans un lit d'hôpital avec des couvertures chauffantes enroulées autour de mes jambes et des fluides intraveineux qui coulaient froid dans mes veines. Je n'avais aucun souvenir d'être arrivé là. Une infirmière m'a dit que Madame Patterson m'avait trouvé en sortant son chien. Des heures plus tard. Je n'ai pas demandé de détails. Je ne voulais pas savoir combien de temps j'étais resté gelé sur place. Ce que j'ai demandé dès que j'ai pu bouger les doigts, c'était mon téléphone. Quand il s'est allumé, les notifications sont arrivées comme de la grêle, discussion de groupe, mention, partage. Mon nom était partout, et pas parce que les gens s'inquiétaient. La vidéo de Jorah était devenue virale dans le réseau de notre école. La légende qu'il avait choisie me piquait encore plus que les gelures, le petit flocon de neige en pleine crise. Un de ses amis avait commenté, « Putain, mec. C'est ta sœur. Sauvage. » Un autre avait répondu, « Elle a toujours été comme ça ou quoi ?» Personne n'a demandé pourquoi j'étais dehors en chaussettes au milieu d'un blizzard. Personne ne s'est demandé pourquoi une adolescente serait laissée dehors pour commencer. Ils ont juste ri. Les commentaires s'accumulaient, chacun ajoutant un poids sur ma poitrine. Je n'ai même pas pleuré. Je pense que mon corps avait épuisé toutes ses larmes dans la neige. Plus tard dans la journée, alors que je fixais le plafond d'un air absent, un courriel de ma professeure principale est apparu. Elle transférait un message de notre directeur, avec pour objet « Célébrons l'intégrité ». Il félicitait Jorah pour avoir maintenu son sang-froid face au stress familial et pour ne pas avoir riposté en public lorsqu'il était ciblé. Apparemment, ma souffrance diffusée en direct avait été rebrandée comme une preuve de sa force émotionnelle. Marie a dû agir vite.
Le récit avait complètement basculé. Quelques heures plus tard, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôpital. Je m'attendais à une infirmière, peut-être même à quelqu'un des services sociaux. Au lieu de cela, c'était Madame Keller, qui habitait 2 maisons plus loin. Elle est entrée en tenant un récipient en plastique de brownie et une carte Hallmark avec « Pensons à toi » imprimée sur le devant. « Pour ton frère », dit-elle joyeusement. « Dis-lui que nous sommes si fiers de la façon dont il a géré tout ça. » Elle ne m'a même pas regardé dans les yeux. Cette nuit-là, la chambre d'hôpital semblait plus froide que le porche ne l'avait jamais été. Pas physiquement, mais émotionnellement. Au moins dehors, le froid avait un sens. Il suivait des règles. Le vent soufflait, la neige tombait. Il ne mentait pas. Les gens tordaient les faits pour en faire ce qui les mettait le plus à l'aise. J'ai parcouru le forum de messages anonymes de l'école, fil de discussion après fil de discussion sur le « drame chez Jora ». Certains pensaient que j'étais drogué. D'autres insistaient sur le fait que j'avais inventé l'accusation de maltraitance. Quelques-uns se demandaient si j'avais intentionnellement mis en scène toute l'affaire pour attirer l'attention. Un message disait « J'ai entendu dire qu'elle a frappé sa mère. Je parie qu'elle a juste pété les plombs à nouveau. » C'était comme lire une version fictive de moi-même. Un personnage que je ne reconnaissais pas. Une fille manipulatrice, violente, instable. Marie ne m'avait pas seulement enfermé hors de la maison. Elle m'avait enfermé hors de ma propre identité. Et les gens y croyaient. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Mon histoire n'était plus la mienne. Elle avait été revendiquée, modifiée et redistribuée sans ma permission. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai juste regardé le nombre de commentaires augmenter. Vers 2 heures du matin, un message est apparu d'un nom d'utilisateur que je ne reconnaissais pas, et, juste pour que tu saches, je te crois. Ce n'est pas drôle. C'est de la maltraitance. C'était le premier message depuis des heures qui ne m'insultait pas, mais il a été rapidement noyé. Quelqu'un a répondu « Oh, s'il te plaît. Tu ne la connais même pas, mêle-toi de tes affaires. » J'ai fixé l'écran, me demandant de quoi je devais me mêler. De la voix où les victimes se taisent? De celle où les filles sont censées être reconnaissantes quoi qu'il arrive? Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes vitales. Je lui ai demandé si elle avait un chargeur de téléphone. Elle a hésité, puis m'en a tendu un du tiroir. « Ne te stresse pas, ma chérie, dit-elle doucement. Internet va vite. Les gens oublient. » J'ai hoché la tête poliment, mais à l'intérieur, je savais que cela ne serait pas oublié. Pas par moi. J'ai branché le chargeur et j'ai attendu que mon téléphone s'allume parce que j'avais besoin de continuer à regarder. Non pas par obsession, mais parce que si je ne contrôlais pas le récit, quelqu'un d'autre le ferait. Et ainsi, j'ai commencé à documenter tout ce qu'il ne voulait pas que le monde voie. Ça a commencé avec un carnet que l'infirmière m'a donné, destiné à tenir un journal, à noter des sentiments, à préparer la thérapie, peut-être. Mais au lieu de sentiments, j'ai écrit des noms, des heures, des mensonges spécifiques. Je n'allais plus supplier qu'on me croie. J'allais monter un dossier. J'ai écrit « Patterson » dans le coin d'une page neuve, je l'ai encerclé, souligné. Puis j'ai dessiné un minuscule point rouge à côté de son nom. Il représentait la lumière de sa caméra de sonnette, celle qui n'a jamais cligné, même quand moi, je l'ai fait. Depuis mon lit d'hôpital, j'essayais de ne pas trop regarder mes pieds. Les bandages me rappelaient qu'on m'avait trouvé à moitié gelé, pas secouru. Cela importait plus que quiconque ne voulait l'admettre. Chaque bip du moniteur cardiaque était un métronome pour mes souvenirs. Et dans ces heures lentes et stériles, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'enregistrement de la sonnette. Elle l'avait. Elle a tout vu. Elle n'a pas aidé. Quand j'avais 12 ans, Madame Patterson me donnait des tranches de pommes dans une serviette en papier quand je jouais avec ses petits-enfants. Elle me laissait m'asseoir à l'îlot de la cuisine et parler pendant qu'elle pliait le linge. Et une fois, elle m'a dit « Tu es une bonne gamine, Vivien. Tu penses trop, mais c'est mieux que de ne pas penser du tout. » Elle pensait que j'étais une bonne gamine. Alors pourquoi s'était-elle détournée cette nuit-là? J'ai sonné 5 fois. Pas une, pas 2, 5 fois. Je m'en souviens parce que mon pouce me faisait mal après. J'avais appuyé si fort, comme si je pouvais sonner pour retrouver mon humanité. Mais tout ce que j'ai eu en retour, c'est cette lumière rouge clignotant comme un métronome silencieux. Je lui ai écrit un message via l'application du quartier.
Simple, direct, mesuré. Bonjour, Madame Patterson. J'espère que vous allez bien. Je me demandais s'il y avait une chance que l'enregistrement de votre sonnette de la nuit du 18 décembre existe encore. Je me souviens avoir vu la lumière rouge. S'il est toujours sauvegardé, ça pourrait vraiment aider. Je vous en serais très reconnaissante. Vivien. J'ai attendu toute la journée. Aucune réponse. Le soir, je l'ai renvoyé, cette fois plus court. Juste pour prendre des nouvelles. J'ai vraiment besoin de cette vidéo si elle existe encore. Merci. 5 heures plus tard, une seule phrase est apparue sous son nom, je suis désolé. Je ne veux pas m'en mêler. Les mots ont frappé plus fort que la neige ne l'avait jamais fait. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fermé les yeux et je me suis souvenu des autres visages. Les Johnson, les Gouin, chaque fenêtre qui s'est obscurcie quand je me suis approché. Chaque rideau qui a bougé puis s'est arrêté. Il ne s'agissait plus seulement d'une voisine. C'était un pacte de silence à l'échelle du quartier. Marie les avait prévenus, bien sûr. Je l'ai vu se produire au ralenti, même avant la nuit de la tempête. Quelques semaines plus tôt, elle avait organisé une petite réunion. Juste un café et un gâteau pour le quartier, avait-elle dit. Je n'étais pas invité. Je n'ai vu que des aperçus dans le miroir du couloir alors que les gens entraient avec des sourires forcés et deux hochements de tête polis. Après, elle m'a dit, je devais leur faire savoir ce qui se passait. C'est mieux qu'ils l'entendent de ma part. De cette façon, ils ne seront pas confus quand les choses s'envenimeront. S'envenimeront. C'était le mot qu'elle avait utilisé. Je me souviens d'être resté dans la cuisine le lendemain matin, tenant mon bol de céréales, en pensant, elle prépare le terrain. Elle construisait l'histoire avant qu'il soit nécessaire de la raconter. Comme toujours, les gens ont peur quand les filles se comportent mal, a-t-elle dit un jour au facteur alors que j'étais à portée de voix. Et elle se comporte très mal ces derniers temps. Elle a souri en le disant. Ce sourire de mère parfaite. Ni trop large, ni trop forcé, juste assez pour signaler, j'ai la situation sous contrôle. Je ne me comportais pas mal. J'existais en dehors de son récit, et c'était suffisant. Et elle détestait ça. Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, j'ai trouvé un vieux dossier au fond de mon placard, enfoui sous des pulls. Il était jaune délavé, les bords cornés. À l'intérieur se trouvait quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années, une copie de la lettre d'acceptation du Northern Science and Engineering Residency, un programme d'internat auquel j'avais postulé l'été avant ma seconde. Je n'avais jamais dit à personne que j'avais été accepté. Je n'en avais pas eu besoin. L'enveloppe avait été déchirée en deux le jour où elle était arrivée. Marie tenait les morceaux dans une main, un café dans l'autre. « Tu ne vas nulle part », avait-elle dit. Seuls les étrangers abandonnent leur famille. Je me souviens encore du regard dans ses yeux. Pas de panique, pas de peur du mépris. Comme si je la trahissais simplement en voulant quelque chose pour moi. J'ai essayé d'argumenter. Je lui ai dit que c'était une bourse, que je l'avais méritée, que ça pouvait me préparer pour l'université, que je voulais y aller. Mais elle m'a interrompu. Pas ma fille. Tu ne t'enfuis pas quand les choses deviennent difficiles. Et cette nuit-là, j'ai pleuré dans une serviette derrière la porte verrouillée de la salle de bain, la mordant pour étouffer le son. Dans ce même dossier, scotché au dos, se trouvait une impression du site web du programme. Il y avait des photos des dortoirs, du matériel de laboratoire, des pins couverts de neige, le genre de neige qui vient avec le choix, pas la punition. Je l'ai regardé pendant un long moment. Mes mains tremblaient, pas de froid cette fois, mais de la clarté aiguë de ce qui avait été volé. J'aurais pu partir il y a des années, mais je ne l'ai pas fait parce que je croyais encore que si j'essayais plus fort, si je me comportais simplement mieux, peut-être qu'un jour Marie me regarderait et verrait une fille au lieu d'un défaut. Je sais mieux maintenant. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché combien de temps les enregistrements de Ring sont stockés par défaut. Jusqu'à 60 jours, disait-il, sauf s'ils sont manuellement supprimés ou téléchargés. Il s'était écoulé exactement 22 jours. J'ai envoyé un nouveau texto à Madame Patterson. Cette fois, juste 3 mots. S'il vous plaît, c'est important. Aucune réponse. J'ai rafraîchi l'écran. Rien. J'ai fixé l'espace vide où sa réponse aurait dû être. Puis j'ai murmuré au silence, mais vous étiez déjà impliqué. Cette nuit-là,
j'ai cessé de demander de la chaleur et j'ai commencé à préparer mon feu. L'appartement était silencieux quand je suis rentré de l'hôpital, et l'air avait cette immobilité que j'associais autrefois au dimanche soir, avant que Marie ne les fasse même ressembler à des salles d'attente pour la déception. Je me suis assise en tailleur sur le sol de ma chambre. Une boîte de vieux carnets s'était renversée autour de moi comme des souvenirs épars. Quelque part dans ce tas se trouvait un outil qu'elle avait utilisé pour me faire taire il y a des années. Je devais le retrouver, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je savais que la police ne me croirait pas sans preuve que la maltraitance subtile existe. Le journal avait une couverture bleu pâle, délavée par des années passées sous mon matelas. Je me souvenais de la texture du papier, de la façon dont la reliure craquait légèrement quand je l'ouvrais. Je ne l'avais pas regardé depuis des années. Il sentait encore faiblement la lavande. Elle l'avait vaporisé avec quelque chose à l'époque pour que la gratitude paraisse douce. La page de titre était écrite de sa main, journal de gratitude de Vivien. En dessous, elle avait dessiné un smiley. Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû, essayant de me souvenir quel genre de mère dessine un smiley au-dessus d'une liste d'ordres. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante envers ta famille. Chaque jour. C'était la règle. Pas d'exception. Si jamais je manquais un jour, elle me faisait asseoir à la table de la salle à manger et m'obligeait à écrire le double. Tu ne sautes pas le brossage de tes dents, disait-elle. Alors tu ne sautes pas non plus le brossage de ton cœur. J'ai tourné les pages lentement. Les premières entrées étaient assez innocentes. Je suis reconnaissante que maman achète mes vêtements, ou, je suis reconnaissante que Jora m'accompagne à l'arrêt de bus. Mais au fil des mois, elles ont changé. La formulation est devenue plus rigide. Les phrases sont devenues plus courtes, plus froides. Je suis reconnaissante que maman me rappelle de ne pas être égoïste. Je suis reconnaissante que Jora m'apprenne à rester silencieuse. Une entrée m'a glacé sur place. C'était un dessin enfantin. Une silhouette en bâton recroquevillée sur un rectangle. La neige était gribouillée au crayon bleu tout autour. Un point rouge flottait au-dessus de la scène, suspendu comme une lumière de caméra. J'avais dessiné la nuit avant que cela n'arrive. J'ai fermé le livre et j'ai respiré profondément. Puis j'ai ouvert mes courriels et j'ai commencé un brouillon destiné à l'agent de liaison des services familiaux du commissariat. Objet, preuve de conditionnement psychologique. Il semblait absurde de taper ces mots, mais ils étaient vrais. J'ai joint 4 pages numérisées, 3 entrées, un dessin et j'ai cliqué sur envoyer. Quelques jours plus tard, on m'a demandé de rencontrer une détective. Elle semblait gentille, portait un pull qui avait l'air fait maison et m'a offert une tasse de thé, que j'ai refusée. Ce sont ses yeux qui m'ont frappé. Ils avaient la reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui a entendu trop d'histoires qui auraient dû se terminer différemment. Nous avons parlé du journal. Elle a demandé si Marie l'avait déjà utilisé comme punition. J'ai dit oui. J'ai dit qu'elle utilisait ma docilité comme monnaie d'échange. Elle disait aux gens que je traversais des difficultés comportementales. J'ai expliqué qu'elle donnait l'impression que j'étais simplement difficile. Le journal en faisait partie. Une preuve pour les autres qu'elle essayait. La détective a hoché la tête. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste pris des notes et a encerclé quelques phrases que j'avais utilisées. Programmation psychologique, a-t-elle dit doucement. C'est difficile à prouver, mais ça aide. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un message vocal de Marie sur mon téléphone. Sa voix était calme, trop calme. Salut, Vivien. Je comprends que tu as de nouveau contacté des gens. Je sais que tout cela est très accablant pour toi, mais je veux te rappeler que rouvrir de vieilles blessures n'est pas sain. Essayons d'aller de l'avant, pas en arrière. Elle a terminé par « on t'aime ». Ne l'oublie pas, c'est ainsi qu'elle terminait toujours une manipulation, avec quelque chose de suffisamment doux pour semer la confusion. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de la détective. Marie s'était présentée au commissariat. Calme, soignée. Elle avait apporté une clé USB. C'est de la vidéosurveillance de leur maison, m'a dit la détective. Des images de toi en train de crier, de jeter des livres. Nous devons les examiner, bien sûr. Je voulais juste que tu le saches. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix égale. Je connais cette vidéo. Je me souviens de ce jour. C'était il y a 1 an, quand mon chien est mort. Elle n'a pas mentionné ça, a dit la détective prudemment. En fait, elle a affirmé que c'était récent.
a affirmé que cela faisait partie d'un schéma. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste remercié et j'ai raccroché. Plus tard dans la nuit, je suis allé en ligne et elle était de nouveau là. Un nouvel article intitulé « La crise de maman 2 » venait d'être publié sur le site d'information locale. Il y avait une photo de Marie devant le commissariat, souriant doucement, la main sur le cœur comme en prière. Le titre louait son sang-froid, la qualifiait de courageuse. Même au milieu des troubles familiaux, Marie Effivet reste calme, posée et profondément maternelle. Sa force tranquille inspire d'autres personnes qui naviguent dans les complexités de l'éducation des adolescents dans le monde difficile d'aujourd'hui. La section des commentaires était un champ de bataille. Elle gère ça si bien. Sa fille semble être une source de problèmes. Les ados sont si dramatiques de nos jours, toujours à jouer les victimes. Je n'imagine pas ce que c'est que d'élever quelqu'un d'aussi instable. Un commentaire disait simplement « Je la laisserai dehors aussi ». J'ai refermé mon ordinateur portable d'un coup sec. Pendant les jours suivants, j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis concentré sur le repos, sur le silence, sur la survie. Mais cela continuait de se propager. Chaque jour, son image circulait davantage soignée, parfaite, douloureuse et chaque jour, ma boîte de réception se remplissait de silence. Alors, j'ai changé de tactique. J'ai créé une deuxième adresse électronique sous un autre nom et je l'ai utilisée pour contacter à nouveau les voisins. J'ai demandé si quelqu'un avait encore des enregistrements. J'ai supplié de manière subtile pour obtenir une seule copie de la vérité. Un voisin a répondu, une seule phrase, Marie a menacé de me poursuivre en justice si jamais je parlais de cette nuit-là. Un autre courriel a été renvoyé, bloqué. Un troisième n'a jamais répondu. C'était comme être effacé en temps réel. Un foyer à la fois, une personne à la fois. Je n'essayais pas seulement de prouver un souvenir. J'essayais de prouver que j'avais existé. De retour dans ma chambre, j'ai rouvert le journal, je l'ai tourné jusqu'à la toute dernière page. Elle était vierge, à l'exception de 3 mots écrits d'une écriture d'enfant, je veux sortir. J'ai tracé les lettres au crayon avec mon doigt. Ce n'était pas seulement un plaidoyer. C'était une prophétie. Le lendemain matin, la lettre était toujours sur mon bureau, non ouverte. J'avais dormi peut-être 3 heures, mais mon esprit était vif, alerte. Je n'avais pas besoin de café pour me réveiller, juste de l'écho de l'écriture de Marie sur l'enveloppe et de cette courbe condescendante qu'elle utilisait toujours en écrivant mon nom. Vivien, lisait-on, comme si j'étais un problème à résoudre. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru ma boîte de réception. Je ne m'attendais à rien. Peut-être un autre message bloqué d'un voisin ou une autre publication signalée. Mais il était là. Un message vocal. Numéro inconnu. Pendant quelques secondes, j'ai hésité à appuyer sur lecture. Puis je l'ai fait. La voix qui s'est fait entendre était haletante, incertaine. Vivien ? Salut, c'est Anna, de la classe de première. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. On était assises l'une près de l'autre en biologie avancée. Écoute, j'ai vu ce clip, celui du Porsche. Je n'avais aucune idée de ce que tu traversais. Je pensais que tu étais juste, tu sais, dramatique. C'est ce que tout le monde disait. C'est ce que Marie laissait entendre. Je suis tellement désolé de l'avoir cru. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. J'aurais dû te demander si tu allais bien. Elle a fait une pause. J'espère que c'est le cas maintenant. Puis l'appel s'est terminé. Je suis restée assise, le téléphone posé sur mes genoux, et j'ai juste respiré. Ce n'était pas de grandes excuses. Ça n'effaçait rien, mais ça a fissuré quelque chose. Anna avait été l'une des filles qui riait quand Jora faisait des commentaires sur moi. Elle n'était jamais cruelle, mais jamais serviable non plus. Sa voix était tremblante, incertaine et réelle, et c'est ce qui la rendait importante. J'ai finalement ouvert l'enveloppe. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, une tentative de contrôle déguisée en sollicitude. Vivien, commençait-elle. J'espère que tu te réinstalles et que tu retrouves la clarté. Je comprends que tu communiques avec des gens, ce qui est ton droit, mais je te demande de considérer toutes les implications. Ressasser les tensions familiales peut être dommageable, non seulement pour toi, mais pour d'autres qui tiennent profondément à toi. S'il te plaît, ne laisse pas la douleur devenir une performance. Tu as toujours été imaginative.
Laisse cette imagination te guider vers l'avant, pas en arrière. Amour pour toujours, maman. Mes doigts ont serré le papier si fort qu'il s'est déchiré au milieu. Imaginative, comme si j'avais tout inventé, comme si le traumatisme était quelque chose que j'avais conjuré pour des applaudissements. La fois suivante où j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'avais un but. Je ne suis pas allé sur Reddit ou Facebook ou dans les sections de commentaires des sites d'information locaux. Je suis allé dans ma photothèque. J'ai fait défiler jusqu'à l'image que j'avais prise. Tremblante, floue, mais sans équivoque. C'était moi, recroquevillé sur le porche des Patterson, ma silhouette à peine visible dans le noir, la lumière du porche au-dessus jetant une faible lueur sur la neige. On ne pouvait pas voir mon visage. On pouvait à peine voir mon corps, mais on aurait dit que quelqu'un avait jeté un manteau sur un épouvantail et s'était éloigné. Je l'ai téléchargé sur Instagram. Pas de légende, juste l'image. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Quelques j'aime, un commentaire demandant si c'était de l'art, un autre disant « sombre mais magnifique ». Puis quelqu'un l'a partagé sur Twitter. Puis ça a pris. À minuit, elle avait des milliers de vues. Les commentaires ont commencé à affluer. À qui appartient cette histoire? Est-ce une personne réelle? Où cela a-t-il été pris? Je n'ai pas répondu. L'image parlait plus fort que tout ce que je pouvais dire. Pourtant, je n'avais pas fini. Cette publication était l'allumette. Maintenant, j'avais besoin du feu. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à écrire. Cette fois, pas à la police, pas aux voisins, au monde entier. Je m'appelle Vivien. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas dramatique. J'avais 16 ans quand ma mère m'a enfermé dehors pendant une tempête de neige. Je n'avais pas de chaussures. Je n'avais pas de manteau. Je n'avais aucun moyen d'entrer. Mon frère m'a filmé depuis la fenêtre. Mes voisins ont regardé de derrière leurs rideaux. J'ai saigné à travers mes chaussettes. Je me suis effondré. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital avec 3 ongles d'orteil en moins et une assistante sociale qui ne me croyait pas. On m'a dit que je traversais une phase difficile. J'ai les cicatrices pour prouver que ce n'était pas le cas. J'ai été puni pour avoir dit la vérité. Et maintenant, je la dis à nouveau. J'ai cliqué sur publier. Je suis allé dormir. Le lendemain matin, elle avait déjà été retirée. Un avis de retrait était dans ma boîte de réception. Langage juridique, froid et distant, d'un cabinet d'avocats de la ville de Marie, invoquant la diffamation, la violation de la vie privée, l'atteinte à la réputation. J'ai fixé le courriel pendant un long moment, puis j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible. Elle n'essayait plus seulement de me discréditer. Elle essayait de m'effacer complètement. Mais elle avait oublié quelque chose. Cette fois, je n'étais pas seul. À midi, des captures d'écran de ma publication circulaient sur d'autres comptes. Les gens la republiaient, partageaient l'image, ajoutaient leur propre voix. Certains écrivaient « ça m'est arrivé aussi ». D'autres disaient « c'est pour ça que les enfants ne parlent pas », une femme a répondu « tu n'es pas seul. Je te vois ». J'ai regardé l'ondulation se transformer en vague. Et c'est là que j'ai su que j'avais touché un point sensible. Pas seulement dans ma ville, pas seulement dans mon histoire, mais chez les gens. Et Marie, parfaite, soignée, toujours en contrôle. Marie perdait le contrôle. J'ai imprimé l'avis de retrait, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans le cadre du miroir de ma chambre. Puis je me suis regardé. Tu m'as appris la gratitude, mère, ai-je murmuré. Et maintenant, je te rends la leçon. Au moment où le soleil s'est levé, j'avais déjà programmé 3 publications et envoyé un courriel à 2 journalistes. Ma voix ne sortait pas de ma bouche ce matin-là. Elle venait de chaque mot tapé, de chaque capture d'écran, de chaque nom que je refusais de flouter. Je ne chuchotais plus. J'en avais fini de demander la permission. Une infirmière est passée à mon appartement vers 8 heures du matin pour un suivi de mes plaies. J'étais assise au comptoir de la cuisine avec un pansement à moitié décollé quand elle a jeté un œil à mon dossier et s'est arrêtée. Vous savez, dit-elle doucement, comme si elle marchait pieds nus sur du verre, votre dossier? Il mentionne des dommages antérieurs. Des gelures. Plus petites, guéries, paressantes. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les cicatrices le long de mes orteils, encore roses et sensibles. Je ne m'étais même pas souvenu de la première fois, mais mon corps, si.
C'est noté lors d'une visite aux urgences quand vous aviez 12 ans, a-t-elle poursuivi. Hypothermie légère et début de gelure. Je l'ai signalé à l'assistante sociale. Merci, ai-je dit. Les mots sont sortis secs. Ce n'était pas un merci né du soulagement. C'était une reconnaissance des faits, des schémas, des preuves. 3 heures plus tard, on a frappé à ma porte. Cette fois, ce n'était pas un autre colis déposé ou un voisin bien intentionné essayant d'offrir de la soupe. C'était une femme des services de protection de la famille. Son badge avait l'air plus neuf que son manteau. Elle avait le genre de yeux fatigués qui viennent d'années à lire trop d'histoires d'horreur déguisées en parentalité. Elle s'est assise en face de moi, stylo en main. Nous examinons des schémas préoccupants dans le foyer, en particulier concernant des incidents antérieurs non signalés. Non signalés. Ce mot pesait comme du plomb au milieu de la pièce. Je lui ai tendu le dossier que l'infirmière m'avait laissé. Mon ancien formulaire d'admission aux urgences. Une photo de mes pieds de ma dernière visite à l'hôpital. Voilà ce qui arrive, dis-je lentement, quand personne ne pose de questions. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste hoché la tête et a pris le dossier comme si elle l'attendait. Elle est partie discrètement. Ce n'est que plus tard dans l'après-midi, alors que je réchauffais de la soupe au micro-ondes et que je fixais le coin du sol où se trouvait autrefois la gamelle de mon chien, que mon téléphone a vibré avait. C'est un numéro que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. Papa. L'identification de l'appelant aurait aussi bien pu me frapper à la poitrine. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé sonner, comme on le fait quand on n'est pas sûr que répondre vous rend courageux ou stupide. Puis il a sonné encore et encore. La 4e fois, j'ai décroché. Vive, dit-il. J'ai vu la photo, celle du Porsche. Il a expiré comme s'il avait retenu quelque chose toute sa vie. Je ne savais pas. Enfin, je savais, mais je ne savais pas que ça était allé si loin. Sa voix était plus vieille que dans mon souvenir, plus fragile. Ou peut-être que j'étais juste plus âgé maintenant, l'entendant enfin sans le filtre de la peur ou du désir. Tu es parti, ai-je dit. Je sais. Il y a eu une pause. Je veux t'expliquer, a-t-il poursuivi, si tu es prête à l'entendre. Juste une fois. J'ai accepté de le rencontrer le lendemain dans un restaurant à mi-chemin entre nos villes. Je ne l'ai dit à personne. Ni à l'infirmière, ni à l'assistante sociale, ni même à Anna, qui m'avait de nouveau envoyé un texto la veille pour dire « Je suis toujours avec toi ». Le restaurant était l'un de ces endroits en bordure d'autoroute qui sentent toujours le café et le bacon légèrement brûlé. Il était déjà assis quand je suis entré, une enveloppe manie à côté de sa tasse de café. Il s'est levé quand il m'a vu. « Tu lui ressembles tellement », a-t-il dit. « J'espère que non », ai-je répondu en me glissant dans la banquette. Il a hoché la tête, pas offensé, juste fatigué. « Elle m'a fait la même chose », a-t-il dit après un silence. Pas avec la neige, avec le silence, avec les règles, avec cette gestion constante de l'image. J'ai perdu des amis. Elle leur a dit que je l'avais trompé, que j'étais émotionnellement instable. Elle a dit aux gens que j'étais dangereux. Je suis parti avant de devenir ce qu'elle disait que j'étais. J'ai cligné des yeux en le regardant. Et tu m'as laissé avec elle. Son visage s'est tordu. Je sais. Je me déteste pour ça. Je pensais que si je partais, elle se concentrerait sur elle-même ou trouverait peut-être quelqu'un de nouveau. Je ne pensais pas qu'elle retournerait tout contre toi. Il a sorti une photo de l'enveloppe. J'étais un bébé, peut-être 2 ans, dans un petit manteau bleu. Ses mains me tenaient devant un arbre enneigé. Je riais. C'était le dernier jour où elle m'a laissé te sortir seul, a-t-il dit. La conversation a duré plus d'1 heure. Il m'a parlé de la violence psychologique, de la manipulation, de la distorsion de la vérité jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à la réalité. Il m'a raconté comment elle a convaincu tout le monde qu'il était le problème et comment il l'a laissé faire. Elle ne te brise pas, dit-il doucement. Elle te rend invisible. J'ai fixé mon café, le remuant même si je n'avais rien ajouté. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ce que personne n'a jamais fait pour moi. Parle. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas écrit un long message cette fois, j'ai juste joint le dossier des urgences et j'ai tapé une seule ligne, voilà à quoi ressemble l'histoire quand personne ne pose de questions. J'ai cliqué sur envoyer et je l'ai publié sur toutes les plateformes auxquelles j'avais accès, Twitter,
Instagram, LinkedIn, même un vieux blog que je n'avais pas touché depuis le lycée. J'ai rendu le document public. Fini les blessures cachées. Fini les secrets. En moins d'une heure, une organisation de protection de l'enfance l'avait retweeté. En 2 heures, un syndicat de travailleurs sociaux a répondu « Nous sommes solidaires des survivants. Nous vous entendons ». Le récit avait basculé. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté immobile, fixant la publication, et dans un coin tranquille d'une autre ville, je savais que Marie la lisait aussi. La voiture tournait au ralenti devant le café depuis 5 minutes avant que je me décide à entrer. Mes mains ne cessaient de trembler sur le volant, les paumes légèrement moites, comme si mon corps essayait de me préparer soit pour un tribunal, soit pour un enterrement. En vérité, cela ressemblait aux deux. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Pas de nouveaux messages. Le courriel de la veille disait simplement « Demain, 10h, Dalton Escafé ». Demandez-moi. Je ne savais pas si c'était un piège, un canular, ou quelque chose de pire, mais j'avais suivi mon instinct jusqu'ici, et il ne m'avait pas encore trompé. À l'intérieur, le Dalton S était le genre d'endroit que l'on ne trouve que dans les petites villes qui étaient autrefois plus animées. Des banquettes en vinyle, des bouteilles de sirop en verre, une cloche qui tintait quand on ouvrait la porte. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie. Madame Patterson. Les cheveux soigneusement épinglés, un foulard rentré dans son col, les doigts serrés autour d'une simple tasse en céramique. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, plus petite et plus âgée. Je me suis approché lentement. Quand nos yeux se sont croisés, elle n'a pas scié, elle a juste fait un geste vers le siège en face d'elle. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, dit-elle. Je n'étais pas sûr que je devais, ai-je répondu honnêtement. Sa voix tremblait même si elle essayait de la stabiliser. Je l'ai regardée tous les soirs depuis ce jour. L'enregistrement. Je n'ai pas pu dormir après que c'est arrivé. J'ai pensé à appeler, à intervenir, mais Elle s'est interrompue, déglutissant difficilement. J'avais peur d'elle, de Marie. Je sais, ai-je dit. Elle est douée pour faire en sorte que les gens aient peur de faire ce qui est juste. Elle a fouillé dans son sac à main et a fait glisser une petite clé USB sur la table. Je l'ai sauvegardée avant qu'elle ne commence à appeler les gens, avant que l'histoire ne change. J'ai fixé le petit morceau de plastique entre nous comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Je ne vous ai pas aidé cette nuit-là, dit-elle. Mais peut-être que cela aidera quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête, osant à peine parler. Plus tard dans l'après-midi, dans le calme de mon appartement, je me suis assise à mon ordinateur portable avec des mains tremblantes. La clé USB s'est enclenchée, et l'écran s'est allumé. L'horodatage indiquait, 18 décembre, 20h42. L'enregistrement était net, meilleur que ce que j'attendais. En couleur, son clair. Ma voix, mon corps, mes membres tremblants, tout y était. La neige s'accumulant sur mes épaules, la façon dont je sonnais à la porte encore et encore. Les larmes qui gelaient en tombant. Mais ce qui m'a le plus brisé, ce n'était pas ma propre souffrance. C'était l'arrière-plan. La voix de Marie, faible mais distincte à travers la porte moustiquaire. Elle doit t'apprendre. Laisse-la dehors. N'ouvre pas la porte. Et Jorah, qui riait. Riant comme si c'était une blague. Me filmant depuis la fenêtre, puis se baissant quand je l'ai remarqué. 35 minutes. C'est le temps que je suis resté allongé là. 35 minutes de silence. Personne n'est venu. J'ai découpé le segment, ajouté des sous-titres et les téléchargé sans commentaire. Pas de hashtag, pas de légende, juste la vérité. Ça n'a pas pris longtemps. À minuit, la vidéo avait déjà été repostée des centaines de fois. Le matin, elle était partout. Puis le dessin au crayon a fait surface. Je ne sais pas comment ça a commencé. Quelqu'un a dit que c'était une enseignante qui l'avait posté en premier. Quelqu'un d'autre a dit que c'était la mère de l'enfant. Quoi qu'il en soit, l'image est apparue en ligne. Une fille en bâton recroquevillée dans un tas de gribouillis bleus, un bâtiment carré avec un point rouge clignotant, et une légende qui disait, elle a dit, c'est ce qui est arrivé à la fille d'Accent grave côté. Ce dessin a ému les gens plus que la vidéo n'aurait jamais pu le faire, car ce n'était pas un traumatisme filtré par des écrans. C'était l'innocence reconnaissant l'injustice. Internet n'a pas seulement réagi, il a explosé. Hashtag je suis Vivien est devenu tendance en quelques heures. Puis hashtag le froid n'est pas une éducation.
Les journalistes ont commencé à appeler. Les militants l'ont reposté. Les groupes de défense des enfants l'ont ajouté à des bannières de campagne. La vidéo a été diffusée aux informations locales ce soir-là, puis sur CNN. L'histoire n'était plus la mienne. Elle appartenait désormais au pays. Les gens ont écrit des courriels. Ils ont fait des dons à des refuges pour jeunes. Les survivants de maltraitance infantile ont commencé à partager leurs propres histoires. Et Marie, elle est devenue silencieuse. Des journalistes se sont présentés à son bureau, à sa maison. Le même Porsche où je m'étais effondré était maintenant envahi de caméras. L'école de Jora l'a suspendu, non pas pour la vidéo elle-même, mais pour « mauvaise conduite en ligne et non-dénonciation de maltraitance », ou quel que soit le nom qu'ils lui ont donné. C'était un début. Je ne me délectais pas de leur chute. La vengeance ne m'intéressait pas. C'était la responsabilité qui m'intéressait. Le lendemain, je me tenais devant la maison où j'avais failli mourir de froid. Cette fois, je n'étais pas seul. Il y avait des caméras, oui, mais plus que ça, il y avait des gens, des partisans, des voisins qui avaient autrefois fermé leur store mais qui se tenaient maintenant avec des pancartes. Nous t'avons abandonné. Nous te croyons. Plus jamais ça. Je n'ai pas frappé. Je n'avais pas besoin qu'on me laisse entrer. J'ai avancé, j'ai levé une main, puis je l'ai abaissée lentement, non pas en signe de reddition, mais de clôture. Cette maison ne me définirait plus. Ce ne serait pas l'endroit où mon histoire s'est terminée, mais où elle a commencé. Le palais de justice sentait le désinfectant au citron et le café bon marché, celui qui reste trop longtemps sur une plaque chauffante et a toujours un goût légèrement brûlé. Des journalistes s'agglutinaient près de l'entrée principale, leurs badges se balançant sur des cordons, leurs microphones serrés comme des armes. Je ne suis pas passé à côté d'eux. Je suis passé à travers eux, les épaules droites, la mâchoire serrée. La presse n'avait pas d'importance. Pas aujourd'hui. Je n'étais pas là pour m'expliquer. J'étais là pour finir la phrase que Marie avait commencée en me disant que le froid m'apprendrait la gratitude. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de conversations chuchotées. Je reconnaissais certains visages, des voisins, d'anciens camarades de classe, même quelques personnes qui avaient autrefois souri à Marie comme si elle était la sainte patronne de l'ordre suburbain. Maintenant, ils la regardaient comme si elle était un titre de journal. Marie était assise à la table de la défense, parfaitement composée. Sa blouse était ivoire, ses cheveux épinglés en arrière, son expression illisible mais calculée. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Jora n'était pas dans la salle. Il n'était pas autorisé. Son cas serait traité séparément. J'ai pris ma place derrière la table de l'accusation, mon avocat me faisant un signe de tête rassurant. Puis ça a commencé. Les déclarations liminaires étaient courtes, précises. Le procureur de l'État a parlé en premier, exposant les faits de base, mise en danger d'enfants, violence psychologique, manquement à l'obligation de protection. Puis son avocat de la défense, un homme aux chaussures cirées et aux yeux qui clignaient peu, a affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu enraciné dans une dynamique familiale troublée. C'était la phrase qu'ils aiment utiliser, troublée, comme si le traumatisme n'était qu'une mauvaise communication pendant le dîner. Puis est venu le moment où l'accusation a demandé à verser une nouvelle preuve numérique au dossier, l'enregistrement de la caméra Ring de Madame Patterson. Le juge a approuvé. Les lumières se sont légèrement tamisées alors que le moniteur s'animait. J'étais là, 16 ans, pieds nus, trempé, mon corps se repliant sur lui-même comme une tente dans une tempête. « S'il vous plaît », dis-je à l'écran. « Je m'appelle Vivien. J'ai 16 ans. Ma mère m'a enfermé dehors. » Le rire de Jora a résonné à travers les haut-parleurs. Désinvolte, insouciant. Puis la voix de Marie. Elle doit apprendre. Laisse-la dehors. Personne n'a bougé. On pouvait entendre le bourdonnement des bouches d'aération au-dessus de nous. Même le juge s'est penché en avant, les articulations serrées contre le banc. Le clip a continué. 35 minutes se sont écoulées en temps réel. Moi frissonnant, tombant, devenant immobile. La lumière rouge clignotant. Le silence plus fort que tout. Quand l'écran est devenu noir, personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis le procureur s'est raclé la gorge et a dit « Pas d'autres questions ». Le reste de la journée s'est déroulé comme un lent effondrement. Des témoins se sont succédés à la barre. Des enseignants, du personnel hospitalier, même Madame Patterson elle-même. Elle a pleuré doucement,
disant « Je pensais que rester en dehors de ça protégerait ma famille. Je ne pensais pas que ne pas aider deviendrait une partie du mal. » Puis ce fut mon tour. J'ai dit la vérité. Pas avec rage, pas avec pitié, juste avec clarté. Je ne voulais pas que cela soit public, ai-je dit. Mais le silence ne m'a pas sauvé. L'épreuve, si. Je n'ai pas pleuré. Ma voix ne s'est pas brisée parce que le pire n'arrivait plus. C'était déjà arrivé. Ceci n'était que le rapport. Au moment où les plaidoiries finales se sont terminées, la galerie était silencieuse comme la pierre. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Marie a été reconnue coupable de mise en danger d'enfants, un crime, et de violence psychologique, un délit. La juge, une femme d'une 60aine d'années qui n'a pas souri une seule fois pendant le procès, l'a condamnée à 12 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Elle n'a pas seulement mis en danger la vie de sa fille, a déclaré la juge, mais elle a orchestré une campagne pour la discréditer et supprimer la vérité. Alors qu'ils emmenaient Marie menottée, elle m'a enfin regardé. Son visage ne s'est pas tordu de colère. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié à l'injustice. Elle avait l'air comme tous les matins avant l'école, comme si elle attendait que quelqu'un d'autre parle en premier. Mais je n'étais plus cette fille. Dehors, le ciel était couvert, mais l'air semblait plus léger, plus doux. Une brise a traversé la cour, et pour une fois, je n'ai pas tressailli. Cet après-midi-là, Anna, oui, Anna du lycée, a lancé une collecte de fonds pour mes frais de justice et ma convalescence. La légende disait, nous avons cru la mauvaise personne. Rendons justice à celle qui a parlé. Elle a atteint son objectif en moins de 48 heures. Des gens ont fait des dons. Des inconnus ont envoyé des messages. Une église locale a offert des séances de thérapie pour traumatisme. Une femme a écrit, ma fille n'a jamais parlé. Elle n'a pas survécu. Merci d'avoir fait ce qu'elle ne pouvait pas, un sénateur a même cité mon cas lors d'une audition sur les lois de signalement de la maltraitance des enfants. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme un exemple à ne pas suivre. Je me sentais comme un commencement. J'étais sur les marches du palais de justice quand une équipe de télévision s'est approchée. Un journaliste a demandé, « Vivien, avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire officiellement ?» J'ai regardé directement la caméra. « Vous pouvez enregistrer maintenant, » ai-je dit. Cette fois, je veux que le monde voie. J'ai passé les semaines suivantes dans un silence qui ne semblait pas vide. Après la condamnation, après les interviews, après le tourbillon de soutien public, d'appels téléphoniques rageurs et de drames judiciaires, j'avais besoin de silence. Pas le genre de silence que Marie utilisait pour me punir, pas le silence des portes verrouillées et des stores fermés, mais celui qui vous demande gentiment ce que vous voulez pour le déjeuner, puis écoute votre réponse. Imelda m'a ouvert sa maison sans cérémonie. Elle ne m'a pas fait sentir comme une invitée, un projet, ou quelque chose qu'elle devait réparer. Elle a simplement fait de la place. La première nuit où je suis resté chez elle, elle m'a tendu un bol de soupe à la tomate et a dit, ce n'est pas chic, mais c'est chaud et je n'ai pas craché dedans. C'était le genre de chaleur dont on ne se rend compte qu'elle vous manque que lorsqu'elle vous enveloppe. Pas la soupe, mais la blague, la normalité, le choix. Sa maison était petite, de plein pied, avec une moquette qui avait connu de meilleurs jours, un fauteuil plus vieux que moi dans le coin, un chat qui n'aimait personne d'autre qu'elle, et une étagère de romans policiers qu'elle menaçait toujours de jeter mais ne le ferait jamais. Ça ne ressemblait en rien à la maison où j'avais grandi. Et c'était tout l'intérêt. Dans la maison de Marie, tout devait se mériter. L'amour, la confiance, même la nourriture. Il fallait être reconnaissant pour chaque besoin de base satisfait, sinon on était ingrat, difficile, perturbé. Dans la maison d'Imelda, je pouvais me servir une deuxième tasse de thé sans demander. Je pouvais rire trop fort. Je pouvais laisser une lumière allumée dans le couloir sans être interrogé sur la facture d'électricité. Un après-midi, environ un mois après le procès, nous étions assises sur son porche. Elle fumait de temps en temps, seulement quand elle était plongée dans ses pensées. Et ce jour-là, elle a tapoté une cigarette hors du paquet comme si c'était un signe de ponctuation. « Tu veux rester ?» demanda-t-elle sans tourner la tête. J'ai levé les yeux de mon livre. « Rester pour dîner ?» Elle a souri un tout petit peu. « Non, ma chérie. Rester pour de vrai. Ici, avec moi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a pris une longue bouffée et a dit, « J'aurais dû me battre plus fort à l'époque. Ton père ne savait pas comment gagner avec une femme comme Marie.
J'aurais dû savoir qu'elle te ferait ce qu'elle lui a fait. Je l'ai laissé m'effacer de ta vie. Je ne suis pas fier de ça. J'ai pris sa main. Tu es là maintenant. Elle a hoché la tête, s'est essuyé la joue du dos de la main et a marmonné quelque chose à propos de la fumée dans ses yeux. Quelques semaines plus tard, j'ai traversé une scène et j'ai accepté un diplôme. Ce n'était pas une grande cérémonie, juste une petite réunion, dans le cadre d'un programme d'éducation réparatrice que j'avais terminé en achevant mes derniers crédits de lycée. Je ne portais pas de toque ni de toge, pas de ballon, mais il y avait un microphone, une foule et une demande pour quelques mots. J'ai failli dire non. Puis je me suis souvenu de la fille sur le porche, la fille qui a murmuré son nom à une caméra rouge clignotante. Elle ne demandait pas d'applaudissements. Elle demandait juste à être entendue. Alors je me suis levé. Je m'appelle Vivien, ai-je commencé. Et je pensais que la gratitude était quelque chose que je devais aux gens qui me donnaient le strict minimum, de la nourriture, un abri, un foyer. On m'a appris à dire merci même quand je souffrais, à sourire quand j'avais peur, à me taire quand je gelais. Quelques personnes au premier rang se sont penchées en avant. Une femme s'est essuyé les yeux. Mais j'ai appris quelque chose depuis ces années. La gratitude n'est pas l'obéissance. Ce n'est pas le silence. Et ce n'est certainement pas la survie. La gratitude, c'est ce que l'on ressent quand quelqu'un vous voit, pas quand il vous punit en vous disant que c'est pour votre bien. J'ai fait une pause. Je lui pardonne, mais je n'oublie pas, et c'est ainsi que je reste entière. Je suis descendu sous une ovation debout. De l'autre côté de la ville, dans une cellule à la peinture écaillée et aux lumières vacillantes, Marie regardait l'enregistrement de ce discours sur un petit écran mural. Elle n'a pas scié pendant que je parlais. Elle n'a pas détourné le regard. Quand le clip s'est terminé, elle a appuyé sur le bouton de rembobinage, l'a regardé encore et encore. Aucun visiteur n'était venu depuis sa condamnation. Pas une lettre, pas un appel. Elle était un nom que personne ne prononçait plus, et elle le savait. Mais je n'ai plus pensé à elle après ça. Pas beaucoup. Elle ne vivait plus dans ma tête, ni dans mes côtes, ni dans mes poumons. Elle était juste partie. Au lieu de cela, j'ai avancé. Un matin de printemps, j'ai pris un chemin différent pour rentrer de l'épicerie et je suis passé devant la maison où j'avais autrefois supplié qu'on me laisse rentrer. Le porche avait été repeint, la rampe réparée, une couronne fraîche sur la porte. Une petite voiture d'enfant se trouvait près des marches. Une petite fille regardait par la fenêtre. Elle avait peut-être 5 ou 6 ans. Des boucles brunes, de grands yeux. Elle m'a fait un signe de la main. J'ai hésité, puis j'ai souri et j'ai fait un signe en retour. Je ne me suis pas attardé. Je n'en avais pas besoin, car la guérison ne vient pas quand ils disent pardon. Elle vient quand on n'a plus besoin qu'ils le fassent. Certaines blessures ne guérissent pas avec le temps. Elles guérissent quand nous choisissons de ne plus les cacher. L'histoire de Vivien est un rappel que la survie ne consiste pas seulement à passer la nuit. Il s'agit de trouver sa voie le lendemain matin. Et vous? Avez-vous déjà été réduit au silence dans votre propre maison, pour ensuite vous élever plus fort que quiconque ne s'y attendait? Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. D'autres histoires vous attendent. Vraies, brutes, et tout aussi puissantes.